Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui on va faire un épisode conclusif sur les recherches que j'ai pu faire sur le Tamahagane. Vous avez pu voir les différents chapitres, les 8 premiers chapitres. Ici ce sera Tamahagane versus acier moderne. Donc on a déjà vu chapitre 1, fusion. La fusion de l'acier, c'est la température qui se situe à peu près à 1500 degrés et qui permet de transformer du charbon avec du minerai de fer en acier. Ensuite, on a vu que le Kera, donc de 2,5 tonnes de Kera, on pouvait extraire 200 kg d'acier précieux, donc le Tamahagane, avec une haute teneur en carbone entre 0,6 et 1,5% de carbone dans l'acier. Voilà, on a vu qu'il y avait donc du fer forgé, donc qui était à 0,2%. On a vu qu'il y avait donc l'acier qui se situe entre 0,6 et 1,5% de carbone. Et on a vu également qu'il y avait la fonte qui était à 2% de carbone. On a vu qu'il y avait la méthode Keraoshi et la méthode Zukuoshi qui est très proche de la fabrication d'acier moderne. Voilà, ça c'était pour le chapitre 2. En résumé, quelles étaient les informations les plus intéressantes sur le chapitre 2. On a vu le chapitre 3, donc la construction. La construction, eh bien, on a vu qu'il y avait différentes formes. Il y avait des aciers qui étaient monoaciers, des aciers qui étaient à plusieurs couches d'acier, donc des aciers laminés. Et ensuite, on a vu la forge, chapitre 4, puis le chapitre 5, le mythe du Tamahagane. Est-ce que c'est le meilleur acier du monde ou est-ce que finalement c'était tout simplement un acier disponible au Japon à l'époque féodale et qui avait ses limites de production, ses limites de qualité, tout simplement parce que la répartition du carbone n'était pas homogène dans la méthode Keraoshi et dans la méthode Zukuoshi, il fallait décarburer, faire une décarburisation de l'acier pour retirer une certaine quantité de carbone pour pas qu'il soit trop cassant puisque c'était de la fonte. Donc on voit que le mythe du Tamahagane, comme on a pu le voir, c'est que en fait tout simplement le meilleur acier pour une période féodale, temps de guerre, serait un acier qui ne serait pas trop élevé, donc plutôt type Kawagane avec 0,6 jusqu'à 0,8% de carbone et pas un acier entre 1 et 1,5 puisque trop cassant. Voilà, ça c'était pour la partie Tamahagane, le mythe. On a pu voir ces choses-là. Donc il fallait des lames qui étaient assez souples et en même temps avec un tranchant assez prononcé. Ensuite on a parlé d'artisanat. Donc il y a différents types d'artisanat. Effectivement on a pu voir qu'il y a une énorme différence de fabrication entre les lames faites en Chine, les lames faites en Europe, les lames faites en Corée et les lames faites au Japon. Ne serait-ce qu'au niveau du temps de travail et du nombre d'artisans, puisqu'on a traditionnellement, sur la fin du XXe siècle, on était à 14 artisans, fin des années 70 jusqu'au XXIe siècle, jusqu'en 2020, 2015, on avait 14 artisans normalement pour fabriquer un sabre. Or, en Chine, on n'a pas 14 artisans pour fabriquer un sabre et on n'y passe pas entre 1 et 2 ans. Voilà. Donc ensuite, on a parlé de la pratique sur le chapitre 7, et effectivement, on peut voir que sur la pratique, on voit réellement l'intérêt et la qualité de passer autant de temps sur une lame et de travailler sur sa robustesse et quel type d'acier pour pouvoir couper quel type de cible. Ensuite, on a parlé de mes pensées personnelles en ce qui concerne les différentes marques, les différents types de fabrication sur les sabres, puisque j'ai eu la chance de pratiquer avec des sabres faits en Chine, faits au Japon, faits en Corée, en pratiquant en Corée et en Chine, en pratiquant au Japon et en Europe avec des sabres faits au Japon et des sabres faits en Corée et des sabres faits en Chine. Et j'ai pu vraiment avoir la chance de comparer les différents types de qualité. Et sur du bambou, sur du papier, sur des bouteilles en plastique, sur des omotés, acier moderne et katana fait en Chine. Donc comme le dit ce forgeron de couteaux japonais au Japon, le problème de l'acier moderne, c'est que c'est des plaques ou des tiges et il leur faut une soudure. Et en fait, cette soudure, elle va vraiment fragiliser le sabre ou le couteau qui sera fabriqué à partir de plaques ou de tiges de métal moderne. Alors que si on utilise du Tamahagane, il n'y aura pas de point de soudure, donc du coup ce sera
pour un mono-acier, pour un sabre mono-acier par exemple, il n'y aura pas de point de soudure, donc ce sera beaucoup plus solide, avec une répartition homogène du carbone et une bonne qualité de forge. Là, on peut voir comment on fabrique des répliques dans l'image précédente. Donc en Chine, il y a un point de soudure, il n'y a pas de full tank, c'est de très mauvaise qualité. Ensuite, on a vu du 1045, du 1060 et du 1095. C'est des barres d'acier modernes, comme ça, qui sont ensuite frappées ensemble. On peut les frapper à deux en même temps pour les écraser pour du 1045, et sinon une par une pour du 1060 et 1095. Ensuite, la plupart du temps, les hammons sont des hammons mécaniques ou à l'acide. Sinon, ensuite, il y a le polissage pour les sabres selon les catégories de prix. À partir de, en général, 600 à 1000 euros jusqu'à 3-4 000 euros fait en Chine. Donc c'est fait par des artisans beaucoup plus qualifiés. Et bien sûr, ça peut même être du tamagane chinois si on a des sabres qui sont entre 2 et 4 000 faits en Chine, donc avec du tamagane, donc de l'acier artisanal type tamagane mais fait en Chine. Voilà. Là, vous pouvez voir donc, toutes les tsuka, les poderets, etc. Donc maintenant, on va vous parler du projet Gunsuito. Donc le projet Gunsuito, c'est un projet très intéressant qui nous raconte un petit peu l'origine de l'utilisation de l'acier moderne pour la fabrication de sabres dans une époque de l'histoire un petit peu particulière puisque c'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, il y a le forgeron Kanetomo qui a été recruté par l'armée japonaise pour faire simple, et en gros il avait une très très bonne réputation de forgeron depuis la fin du 19e, début 20e siècle, et ils lui ont proposé donc de faire avec, ici dans cette ville, donc qui est sur un barrage, de faire en fait des sabres à partir d'une fabrication industrielle, c'est-à-dire qu'on va utiliser des fours électriques et le savoir-faire du forgeron pour fabriquer des gunto. Donc là, vous pouvez voir un gunto qu'il a fabriqué. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont inspirés de la forme de construction du sabre koto de l'ère Kamakura, parce qu'elle présentait des avantages énormes pour la fabrication, dans la mesure où elle était beaucoup plus résistante, parce que mono-acier, et historiquement, et qu'en plus de ça, la teneur en carbone était entre 0,6 et 0,8. Donc ils se sont inspirés de ça après avoir fait énormément de tests, et donc ils se sont servis de connaissances du forgeron et de l'industrie de la ville de Gonsui. Donc l'acier Gonsui et la ville de Gunma. Gunma, c'est là où il y a le barrage et donc les fours électriques pour fabriquer les sabres. Et le Gonsui Steel, donc c'est l'acier qui vient de l'industrie de Gonsui. Donc c'est une entreprise qui a recruté Kanetomo pour faire de l'acier Gonsui et des sabres Gunto. Voilà. On va parler du deuxième aspect. Donc le deuxième aspect, c'est un autre type de sabre Gunto qui a été fabriqué, mais cette fois-ci en Mandchourie, donc en Chine, puisqu'à la fin, au début du XXe siècle, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a fait une expansion territoriale après avoir vaincu la Russie, et va prendre une partie de la Corée, de la Mongolie et de la Chine, notamment la Mandchourie, et va avoir un réseau de chemin de fer qui sera localisé en Mandchourie. Voilà, donc ce sera la Mantetsu Company. Donc Mantetsu, c'est le nom de cette entreprise qui va faire énormément de tests et qui va utiliser le sable ferreux qui se trouve en Chine, qui a priori en Mandchourie, qui a une meilleure qualité, et va décider de faire un sabre moderne pour équiper 150 000 soldats, à peu près vers 1937, en utilisant donc des ingénieurs qui vont décider de ne pas utiliser de forgeron et qui vont utiliser la même méthode de four électrique, comme on a vu sur la fabrication de l'acier moderne. Donc le directeur de la compagnie Mantetsu, c'est Yosuke Matsuoka, qui deviendra Premier ministre des Affaires étrangères du Japon durant cette période historique. Et en fait, ils vont prendre une barre de fer qu'ils vont plier et ils vont incorporer à l'intérieur de l'acier doux. Donc ils vont mettre du 0,2-0,4% de carbone, donc c'est l'équivalent c'est du fer, et ils vont l'enrober donc d'un acier dur à l'extérieur. Donc c'est comme la forme type Kobuze, mais avec de l'acier moderne. Et comme on peut voir sur le schéma, effectivement, on peut contrôler mieux la forme de l'acier qui est à l'intérieur, donc le noyau, contrairement
dans la fabrication artisanale où la forme du noyau intérieur était un petit peu plus écrasée et moins bien contrôlée, ce qui fait qu'on pouvait moins contrôler exactement la construction de la lame. Donc voilà, on peut voir aussi que sur ces schémas, il y a une partie sombre, donc c'est l'acier dur, et les zones blanches, c'est l'acier doux, et qu'en fait, avec la forge traditionnelle des époques entre l'ère Heian et l'ère Edo, c'était un peu plus flou, puisque les différentes teneurs en carbone provenant de la méthode Kera, par exemple, faisaient qu'on ne pouvait pas contrôler parfaitement la teneur en carbone du bloc extérieur du Kobuze et la teneur en carbone du bloc intérieur. Donc il y avait vraiment des différentes zones blanches, différentes zones noires, et donc finalement la teneur en carbone n'était pas totalement homogène à l'intérieur de la construction de la lame. Voilà, donc ils ont réussi à faire des centaines de milliers de ça pour équiper les soldats de l'armée japonaise, donc grâce à la compagnie Mantetsu, qui possédait apparemment 50% des actifs du budget national du Japon à cette époque-là. Donc une énorme compagnie, donc qui avait 50% des actifs du budget de l'État, et qui avait développé, je crois, 10 000 km de chemin de fer, et qui produisait donc différents types de produits, notamment des rails, etc. Et donc la production de fer a permis de faire tous ces gunto. Donc c'est Mantetsu, c'est Gunto Mantetsu, et Mantetsuto, c'est leur nom à cela. Et ils vont du coup être de forme Kobuze, ils vont passer des tests assez incroyables, notamment des tests thermiques, parce que en fait les armées japonaises qui vont être en Mandchourie doivent résister à des températures vraiment très 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 importantes en dessous de zéro, donc ils vont leur faire passer des tests à moins 40, et du coup c'est hyper intéressant de voir comment ils ont travaillé au niveau chimique et thermique et au niveau industriel sur la production de ces lames avec de l'acier moderne, dont le fer provenait des sols de Mandchourie, donc du sable ferreux chinois qui a priori contenait moins de, je crois que c'est du titane ou une autre composition chimique, contrairement au sable ferreux qu'il y a au Japon, il avait des propriétés plus intéressantes. On peut voir que c'était un fer malléable, et du coup ça devait être beaucoup plus intéressant pour la production, pour la fabrication des gunto. Voilà. Donc le sable de Mandchourie était à 72%, entre 72 et 69 en termes de rate pour la malléabilité du fer, contrairement à celui qui provenait de Shimane ou de Hiroshima, qui est seulement à 61-60%, voilà. Ensuite, ils ont fait toute une série de tests super intéressants. Ils ont testé, ils ont coupé des homotés, ils ont coupé de 20 cm de diamètre, ils ont coupé du bambou de 10-20 cm de diamètre, ils ont coupé des plaques de fer de 1,5 mm d'épaisseur sur 2 mètres de long et à peu près 1 mètre de hauteur. Ils ont arrivé à en couper plusieurs en même temps. Ils ont coupé des têtes de cochons vivants qui faisaient à peu près 90 cm de circonférence. Ils ont coupé des bottins, comme des grands livres de 620 pages. Ils ont aussi fait des tests thermiques en laissant la lame à moins 40 degrés et ensuite en la frappant contre un bloc de fer le lendemain. Et les lames étaient extrêmement résistantes. Du coup, on était, je pense, sur du 0, si je dis pas de bêtises, 0,7, puisque l'acier Mantetsu, on a 0,7% de carbone sur la couche extérieure, donc on devait être à 0,2, 0,4 sur la couche intérieure pour l'acier Shingane. Donc, puisque traditionnellement, comme vous avez pu voir dans les différents épisodes sur le Tamagane, le Shingane c'est l'acier doux. Donc le modèle Kamakura de lame, apparemment, est sûrement aujourd'hui, pour les pratiquants et ceux qui recherchent le modèle de lame le plus résistant, serait le meilleur modèle qui aurait jamais existé, avec différents types de recherches historiques. En analysant les teneurs en carbone, on sait que à peu près entre l'époque Kamakura et l'époque Muromachi, la teneur en carbone est environ de 0,5-0,6, et ensuite elle n'a fait qu'augmenter avec les fabrications industrielles de Tamagane, où ensuite ils ont créé l'acier laminé, mais l'acier laminé serait donc vraiment inférieur. Donc il y a eu ce test fait par l'armée japonaise et des forgerons,
qui travaillait pour l'armée japonaise, où il testait en fait l'acier mono-acier, donc monobloc type Gunsui Steel, donc acier Gunsui. Et ils se sont rendus compte qu'après 2 pliages d'une forge traditionnelle japonaise, on n'avait pas plus d'augmentation de résistance que 30%. Donc ça s'appelle le Sharpie test, c'est-à-dire qu'on lance une masse de 11 kg à différentes hauteurs, et on voit, selon où ça éclate sur la lame, quel est son niveau de résistance. Et on se rend compte que tous les aciers de ces forgerons, Hideaki, Kurihara, Shoei Miyari, Akinobu Atano, ils n'ont pas, avec leur lame à acier laminé, la lame éclate sur le tranchant ou sur le corps, entre 45 et 50 cm de hauteur quand on lance le poids. Inversement, le Gunto Gunsui, donc le Gunsuito, n'a éclaté ou a un déficit sur le tranchant en recevant la masse qu'à partir de 95 cm. Donc on voit vraiment que les constructions d'acier laminé sont inférieures. Là, c'était réalisé par l'armée japonaise autour de 1937 a priori. Et donc du coup, ça nous donne vraiment une indication quel serait le meilleur sabre et quel est l'intérêt d'avoir des constructions d'acier laminé type Gokuzei ou Onsanmai, etc. Donc avec différentes couches, puisque laminé en fait c'est différentes couches. Et ce serait pas du tout intéressant, il vaudrait mieux un mix donc entre de l'acier doux et de l'acier dur pour obtenir un 0,7-0,8% de carbone mono-acier. Et effectivement, on voit que c'est le mieux pour le combat. Donc chapitre 12, le meilleur katana moderne qui serait possible d'avoir. Effectivement, on a ce chercheur du Massachusetts qui a fait des recherches historiques, un professeur américain qui a vu qu'en découpant des lames et en les analysant, entre 1500, on a 0,5% de carbone, 1700, on a 0,70, 1800, 0,62, et seulement 1940 à 1,02% de carbone. Donc on voit qu'en fait, l'augmentation de carbone, elle n'a fait qu'augmenter, avec la qualité de production de Tamagane, qui faisait de l'acier de plus en plus dur, qui n'était plus du tout géré par les forgerons eux-mêmes, qui ne le fabriquaient plus. Et donc du coup, c'est comme ça qu'est né l'acier laminé à partir de l'ère Shinto, donc l'ère Edo. Et on voit que, en gros, le meilleur sabre, ce serait un Koto de l'ère Kamakura. Ensuite, est-ce que, a priori, il serait meilleur avec un acier alliage, donc une mixture d'acier alliage, ça veut dire en un seul bloc. Et ensuite, avec un acier ordinaire, il serait un petit peu moins bien. Ensuite, des aciers collés assemblés, donc avec 2 pièces ou laminés, serait encore moins bien. Et ensuite, un acier ordinaire en un seul bloc serait encore moins bien. Voilà, c'est un peu un tableau comparatif. Donc l'idéal, ce serait effectivement de mélanger de l'acier doux avec de l'acier dur, et on obtiendrait en fait une mixture homogène, avec pourcentage de carbone homogène, autour de 0,7-0,8, avec un acier monobloc. Donc pas d'acier laminé. Et on aurait un équivalent de l'époque Kamakura, c'est-à-dire je crois entre 1200 et 1400, donc l'époque Kamakura. Bien sûr, on parle ici de la construction de la lame, on ne parle pas de sa longueur et sa forme qui, à l'époque Kamakura, était une lame très très longue, c'était comme un tachi, puisque c'était fait pour les combats à cheval. On va juste essayer de comprendre maintenant les 4 types d'acier qui sont actuellement sur le marché et leur construction, leur fabrication, pardon, leur composition. En fait, les aciers alliage, on leur incorpore du chromium, du vanadium, du silicium et du zinc, et donc on peut leur ajouter plein de composants minéraux qui vont en fait transformer sa constitution et lui donner des caractéristiques singulières. Donc l'acier au carbone, c'est l'acier qu'on connaît, 1060, 1095, etc., 1045. L'acier stainless steel, c'est l'acier qui est non corrosif, donc qui résiste à l'eau. Ensuite, on a les aciers alliage, et ensuite on a les aciers d'outillage. Donc on connaît l'acier au carbone, c'est la teneur en carbone tout simplement qui va faire la différence. Il est très fragile à l'eau, comme les lames que vous trouverez faites en Chine, chez Anway ou des marques assez connues. Effectivement, il est très vulnérable, mais c'est un acier au carbone, donc il a une teneur en carbone avec 0,45 ou 0,60 ou 0,70 ou 0,95 ou 1,05. Ensuite, on a l'acier stainless, donc qui est non corrosif. Donc on ajoute à l'intérieur des éléments,
Je crois qu'il y a du chromium, voilà, il y a du chromium, et donc du coup, ça le rend un peu particulier. Il va résister à l'eau. Ensuite, on a les aciers alliages. Donc là, ça va être un peu comme un acier carbone, mais on va ajouter des éléments qui vont lui donner certaines, à partir du manganèse, aluminium, du cuivre, molybdénum, du silicium, du vanadium, qui vont donner certaines propriétés mécaniques qui vont le rendre différent. Et ensuite, on a les aciers d'outillage. Les aciers d'outillage, c'est des aciers qui vont être faits pour certains types de tâches. Encore une fois, on va leur rajouter, à mon avis, certains éléments chimiques qui vont les rendre différents. À savoir que l'acier est lui-même un alliage, puisqu'il y a du charbon et du fer. Donc c'est un alliage de deux éléments. Voilà, donc en ce qui concerne cette notion très précise et pointilleuse de savoir qu'est-ce qu'une mixture d'alliage d'acier par rapport à un acier normal, c'est une petite subtilité que j'ai pas réussi complètement à élucider sur ce blog d'un descendant d'officiers japonais qui travaillait donc pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui soignait les gens sur les champs de bataille, et c'est pour ça qu'il s'est passionné du Gunto et que j'ai pu extraire toutes ces informations. Mais on va dire qu'en gros, il y a un sabre qui m'a pas mal parlé en termes de résistance, qui résonne par rapport à cette histoire de mixture d'acier avec du doux et du dur. C'est le Seawave de chez Dragon King, parce qu'en fait, il a de l'acier dur T10, et il a de l'acier moyen avec de l'acier ressort à 0,60, et du coup c'est vrai que contrairement à cette lame qui a éclaté, qui est fait en T10 sur du bambou, malgré des bonnes postures et une bonne technique, parce que alors il y a la forme de lame Inariku Kareru, donc ça c'est le Okase, j'en avais parlé, mais il y a également le fait que l'acier dur, comme toute cette analyse que j'ai pu faire sur le chapitre Tamahagane, révèle qu'effectivement un acier trop dur sur des combats ou des coupes contre des éléments durs ne fonctionnera pas, il va éclater. Là où le sabre de l'époque Kamakura, effectivement, mixture d'acier doux et d'acier dur avec répartition homogène, va pas éclater à l'impact. Et ça, j'ai pu le vérifier, puisque là, c'est du 1060. J'ai fait des coupes sur bambou, on va dire frais et moins frais, et effectivement, j'ai pu observer que ça coupait parfaitement sans dommage sur du 1060, même avec des mauvaises postures des fois, ou des ratés, et inversement avec du Mi 95 ou du T10, le Okase, ça ne pardonnait pas. Donc on revient sur ce que disait ce forgeron, effectivement l'intérêt du Tamagane, c'est qu'il n'y a pas de point de soudure, donc c'est plus résistant, et du coup le meilleur modèle serait celui de l'époque Kamakura, donc le Koto, et il faudrait bien que ce soit acier monobloc avec une mixture d'alliage d'acier, avec éventuellement des propriétés chimiques dont j'ai pas connaissance, qui le rendraient encore plus intéressant. Je reviens également sur une expérience que j'ai faite en Corée avec le Motohara, qui est un acier d'outillage et qui a eu des caractéristiques techniques incroyables malgré des ratés de ma part, car clairement j'avais un déficit technique ce jour-là, plus important qu'à l'ordinaire, et l'acier n'a absolument pas cassé. Et c'était un Motohara, j'étais extrêmement impressionné, c'était sur du bambou sec qui avait largement plus de 7 jours, donc très dur à couper, en tout cas pour moi, pas pour un expert, et contrairement à du bambou vert, et aucun souci, le sabre n'a pas éclaté malgré un problème d'alignement du tranchant qui aurait pu briser n'importe quel acier monobloc 1095. Là on voit des coupes réussies. Merci d'avoir suivi tous ces épisodes sur le Tamagane, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Running Hood.